Bien, bonjour à tous. Donc, mon Pierre m'a présenté. Donc, je suis Lionel Aletto, je suis à INRAE Toulouse, UMR Agir, pour agroécologie, innovation et territoire. Et le propos de l'intervention de ce matin porte sur un état un petit peu des connaissances et des perspectives en termes d'utilisation des couverts et en se posant la question de leur choix, éventuellement de leurs assemblages, en fonction des services écosystémiques, enfin, plus spécifiquement des fonctions écosystémiques que l'on recherche pour rendre différents services. Donc à cette présentation, je tiens à associer mes collègues chercheurs ou enseignants-chercheurs, donc Célia Seasso et Eric Juste, tant qu'il était sur INRAE Toulouse, maintenant il est au CIRAD. Célia est à l'INP Purpan et contribue à faire avancer cette thématique découverte. Et puis des doctorants qui ont œuvré pendant leur durée de thèse sur ces sujets, donc Hélène Tribouillois, dont je présenterai un bon nombre de résultats issus de sa thèse, Antoine Couedel également, et puis donc Neila qui est connectée avec nous et qui prendra en fin de webinaire la parole pour présenter ses travaux de thèse. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, elle se présentera d'elle-même et elle vous montrera un certain nombre de résultats. Donc avant de commencer, quelques définitions donc, autour des plantes de service. Qu'est-ce que l'on entend déjà? Donc, ce sont des espèces qui sont implantées avant, pendant ou après une culture de rente et qui sont destinées à fournir un ou plusieurs services écosystémiques à l'échelle soit parcellaire, soit à une échelle supraparcellaire, par exemple à des échelles paysagères. Et donc, cette dénomination regroupe un certain nombre de possibilités d'utilisation des plantes de service. Dans ma présentation, je développerai surtout la notion de culture intermédiaire multiservice, donc qui sont des plantes de service implantées en période d'interculture, mais on peut tout à fait envisager d'appréhender les plantes de service comme étant d'autres vocations, par exemple vocations énergétiques, des vocations plutôt fourragères, des plantes qui vont être des plantes compagnes. Là, Mathieu Abella fera un exposé à ce sujet. Des plantes qui vont être compagnes pour des fonctions, par exemple, de support. Je pense notamment des associations d'espèces, lentilles, cameline, par exemple, dans lesquelles la cameline va servir de tuteur à la lentille. Donc voilà, on a plusieurs possibilités, plusieurs fonctions permises par ces plantes. Et donc, j'ai fait le choix aujourd'hui de ne présenter moi qu'un volet, qui est celui de leur introduction dans des périodes d'interculture, qui peuvent être de durée extrêmement variable en fonction des systèmes de culture. Donc vous avez ici une illustration, mais pour se rendre un peu plus compte de à quoi ça peut correspondre, vous avez ici un autre schéma qui montre 6 possibilités de période d'interculture et donc de semis et de destruction de cultures intermédiaires en fonction que l'on se situe entre des cultures d'hiver et de printemps, entre deux cultures de printemps ou des cultures d'hiver, en fonction de notre choix, par exemple, de sous-semer notre culture intermédiaire multiservice dans une culture marchande et d'attendre que la culture marchande soit retirée pour, comme ici illustré, avoir un relais pris par la culture intermédiaire. Donc là, vous avez une illustration de sous-semis de trèfle incarnat et de trèfle incarnat régras dans du maïs. Et donc, tant que le maïs est en place, la plante se maintient et subit une compétition forte. Et une fois que le maïs est retiré, elle peut s'exprimer et rendre les services que l'on recherchait. Donc voilà, une grande diversité de situations possibles d'implantation qui va convenir de raisonner tout autant qu'il est important de raisonner la succession des cultures de rente. Donc on va, par l'exposé, développer un certain nombre de règles de décision et de choix qui peuvent être amenés enfin, que l'agriculteur doit se poser avant d'introduire des plantes de service. Donc en premier lieu, c'est souvent des conditions qui sont critiques, c'est les périodes d'implantation et toute la phase de semi-germination levée, puisque on est souvent soit dans des conditions qui ne sont pas optimales, des semis qui sont réalisés à la volée ou dans un mulch de culture parce qu'on souhaite ne pas trop travailler le sol pour les implanter. Donc finalement, les contacts terre-graines ne sont pas nécessairement optimisés. Alors aujourd'hui, il y a quand même de vrais progrès dans les outils d'implantation et on se rend compte que pour réussir ces cultures intermédiaires multiservices, le soin qui est apporté au semis doit être important, presque aussi important que sur des cultures marchandes, et j'ai même tendance à dire aussi important. Mais en parallèle, on a, même si on apporte un soin important à leur implantation, on peut avoir des conditions hydriques ou thermiques à l'implantation qui ne sont pas satisfaisantes. Enfin, par exemple, semer derrière une céréale des cultures intermédiaires qui vont subir la sécheresse estivale. Cette année, on a été bien placé pour s'en rendre compte, qui peut amener des germinations, mais un dessèchement précoce et une mortalité forte
espèces implantées. Et donc, il convient de bien caractériser finalement les capacités d'adaptation des différentes espèces et variétés semées, de bien les choisir en fonction des dates de semis dans lesquelles nous allons les implanter et les conditions du coup auxquelles elles se réfèrent. Alors ici, quelques résultats issus des travaux de thèse d'Hélène Tribouillois. Je ne vais pas commenter tous les graphiques, c'est juste pour qu'on puisse avoir en tête que toutes les espèces ne se ressemblent pas. Donc vous avez sur la partie haute une comparaison de 3 espèces utilisées en culture intermédiaire, donc l'avoine strigosa, Eruca sativa c'est de la roquette et Vicia sativa c'est l'avesse commune. Et on peut voir déjà que en fonction de la température ici du lit de semence, on va avoir des pourcentages finaux de germination qui peuvent différer sensiblement en fonction des espèces. C'est encore plus marqué sur le graphique du bas dans lequel nous avons 3 autres espèces, donc de la navette, du Niger et de la Cétère, enfin c'est du Moa, pardon, Cétaria italica, et dans lequel on voit très clairement des pourcentages de germination finaux qui dépendent des températures optimales avec un voilà, palier intéressant entre 20 et 35 degrés. Alors il faut savoir que des lits de semences en période estivale peuvent allègrement dépasser les 40 degrés dans les premiers centimètres du sol. Donc on peut tout à fait envisager que les conditions dans lesquelles ont été placées ces graines au-delà de 40 degrés soient réalistes. Et on voit un effondrement drastique de la germination dès qu'on dépasse 45 degrés, même un petit peu moins. Donc tout cela a amené Hélène à établir des tableaux. Alors je ne les détaille pas et ils sont accessibles et Marie Boitelet proposait qu'un certain nombre de documents soient mis à disposition suite au webinaire. Donc ça fait partie des publications qui pourront être mises à disposition. Mais en fonction des différentes espèces, Hélène a établi des températures minimales de germination, maximales et optimales de germination, puis une température de base à partir de laquelle la plante ne se développe plus. Donc ça peut être un premier critère intéressant à prendre en compte. Alors ici, vous avez d'autres illustrations de l'effet de la température. Voilà, je ne vais pas les détailler, mais vous voyez, rien qu'en regardant les couleurs, que les espèces ne se comportent pas du tout de la même façon en fonction de la température qui est fixée, qui était 26 degrés, 11 degrés pour les graphiques de droite et de gauche. Et c'est le temps après germination, après semis, pardon, qui nous permet d'estimer ces pourcentages de germination. Et on voit des différences assez marquées. Donc des dynamiques finalement de germination qui sont très marquées en fonction de la température. Alors un autre critère important, ça va être le potentiel hydrique, donc la disponibilité de l'eau dans le lit de semence pour la germination. Donc là, à nouveau, vous avez le pourcentage de germination qui est en ordonnée, et puis en abscisse, c'est ce potentiel hydrique pour 4 espèces, donc du régras, de la facélie, Sinapis alba, c'est de la moutarde blanche, et du trèfle d'Alexandrie. Là encore, on ne détaille pas les courbes, évidemment. L'idée, c'est de se rendre compte que toutes les espèces ne se comportent pas de la même façon face à la disponibilité en eau du sol. Certaines vont avoir des capacités à tolérer un niveau de stress hydrique assez marqué, alors que d'autres vont avoir des taux de germination qui vont s'effondrer très rapidement dès que le sol va s'assécher, dès que le lit de semence va s'assécher. Alors elle a pu, Hélène, classer finalement tout un tas d'espèces en fonction de leur possibilité de germination en lien avec l'état hydrique du sol. Donc vous avez ici cette illustration. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les espèces les plus à gauche, qui sont capables de germer dans des conditions relativement sèches, sont principalement constituées de céréales et de quelques crucifères, alors que sur la droite, on va voir donc les bâtons blancs, ce sont les légumineuses, et on voit que très rapidement, la plupart des espèces de légumineuses perdent des capacités de germination, ou en tout cas ont des chutes dans leur capacité germinative assez fortes, dès que le sol est trop sec. Donc si on croise finalement ces conditions thermiques et ces conditions hydriques pour de mêmes espèces, ça permet de faire des groupes fonctionnels. Alors vous l'avez ici qui sont détaillés, donc elle en avait établi 5. Puis depuis, par des travaux complémentaires, on a pu aller un petit peu plus loin et compléter finalement déjà la batterie qui était déjà assez longue, la liste était importante d'espèces qu'elle avait testées, et essayer de représenter finalement ces doubles gradients thermiques et hydriques influençant les capacités germinatives sous forme d'un schéma un peu plus simple à interpréter. Donc vous avez cette distribution de la germination qui s'opère, où l'on voit encore une fois les légumineuses qui ont besoin, donc qui sont plutôt en bas sur l'axe des ordonnées en
termes de germination, donc ont besoin des conditions assez humides, mais qui sont capables de germer dans des conditions thermiques plus basses que d'autres espèces. Et évidemment, on retrouve sur la partie complètement à droite et en haut du graphique les espèces estivales, typées estivales, donc des espèces Moa, Niger et tournesol que l'on va pouvoir implanter dans des intercultures post-céréales dans lesquelles on pourra espérer une germination satisfaisante, parce qu'elles sont capables de germer à la fois avec des températures élevées et à la fois avec des conditions hydriques relativement sèches. Alors je précise que ce sont des conditions possibles de germination et pas des conditions optimales. Vous avez vu qu'on a aussi un tableau qui reprend les conditions optimales. Il est évident que 25-28 degrés et une bonne humidité du sol, c'est idéal pour toutes les espèces végétales. On est bien en train de pousser le curseur à voir les limites de chacune de ces espèces pour voir dans quel système de culture elles peuvent être introduites. Voilà, donc une fois qu'on s'est déjà posé ces questions de dans quel système on veut les introduire et du coup quelles vont être les conditions d'implantation, une autre question à se poser, c'est quel service on recherche. Alors vous avez ici une petite illustration qui reprend les principaux services que l'on peut attendre des cultures intermédiaires multiservices et plus largement des plantes de service. Je vais dire, Mathieu reprendra pour les plantes campagne colza un certain nombre de fonctions qui leur sont dédiées, mais on va les retrouver par exemple sur des régulations de bioagresseurs. Donc on va avoir des services de soutien donc, qui s'appuient sur des fonctions d'absorption d'éléments nutritifs, d'azote en particulier, donc soit absorption de l'azote minéral du sol, soit de fixation sémiotique du diazote par les légumineuses. Alors j'avais fait un focus puisque Antoine Quedel dans sa thèse avait particulièrement regardé cet élément, donc le soufre, qui est un élément, et j'y reviendrai par une ou deux diapos, qui est tout aussi lessivable que le nitrate, et qui aujourd'hui commence à apparaître comme carencé dans certains sols et en défaut pour certaines cultures. Donc il peut être intéressant de capter ce soufre qui se répartit en période d'interculture par des plantes adaptées. Et puis les autres éléments, alors on a un petit peu moins d'informations encore aujourd'hui, même si il y a des efforts qui sont faits pour caractériser notamment PEK, mais je vous présenterai une diapositive dans laquelle on a pu identifier des points qui nous semblent intéressants sur les autres éléments, donc PEK et autres éléments nutritifs. Donc peut-être que dans quelques temps, je serai en mesure de faire une pétale supplémentaire à cette fleur pour vous montrer en quoi les SIMS peuvent avoir des intérêts forts sur des éléments nutritifs autres. Donc service de structuration et de stabilisation des sols. Donc j'y reviens pas, mais Jean-Luc Verdier en parlera en parlant de fertilité et de protection des sols. Stockage de carbone et augmentation de l'albédo. Alors pour tout le monde, l'albédo, c'est la quantité d'énergie qui est renvoyée dans l'espace, donc l'énergie solaire qui arrive sur Terre et qui rebondit, si je peux faire un schéma simple. Il faut savoir que quand un sol est nu, il emmagasine plus d'énergie que quand il est couvert, mis à part les sols extrêmement blancs, donc très calcaires, qui ont tendance à renvoyer quand même beaucoup d'énergie dans l'espace. Mais sinon, pour que l'on comprenne bien, en fait, un végétal est plus clair, apparaît plus clair et donc renvoie un peu plus d'énergie dans l'espace et donc contribue à limiter les effets du changement climatique. Donc on a un double effet positif, on stocke du carbone, donc on contribue à la mitigation du changement climatique et en plus on renvoie une partie de l'énergie. Donc on a un service de régulation du climat qui est intéressant par les plantes de service. Des services d'approvisionnement donc en biomasse ou en énergie. Donc, bon, il n'y a pas d'intervention aujourd'hui, mais je pense que s'il y a des questions, on y répondra. Et puis évidemment, toute une batterie de questions sur les services de régulation de bioagresseurs. Et donc Mathieu parlera certains agresseurs sur colza, et puis Neila évoquera des possibilités de régulation de maladies sur tournesol. Et je ferai avant cela un bref état de l'art issu de la thèse d'Antoine Quedel sur ce que l'on peut en attendre, sachant qu'à ce jour, on découvre, on est vraiment dans une phase de compréhension et de découverte des effets potentiels de régulation de bioagresseurs permis par des plantes de service. Alors quelques mots, donc comme je l'évoquais sur l'azote, sur le soufre, pardon, sur l'azote je n'en parle pas, on va considérer que on a suffisamment d'éléments et que c'est suffisamment connu aujourd'hui, même s'il y a des questions, encore une fois on pourra y répondre. Juste le soufre un peu moins connu, donc là vous avez ici un graphique qui montre la quantité de soufre absorbée par différentes espèces et variétés. Donc c'est là l'originalité d'aller au grain variétal de crucifères en séparant partie aérienne et partie racinaire de ces crucifères, avec un semis qui s'opérait mi-août et une destruction début novembre. Donc une période relativement courte de développement et dans laquelle on a déjà pu voir des disparités assez importantes et intéressantes
d'absorption du soufre et d'allocation du soufre, soit dans les parties aériennes, soit dans les parties racinaires, avec, comme on peut le voir, quelques espèces, Radifouragée, anaconda ou Arena, qui sont capables de véritablement piéger une quantité importante de soufre, et donc d'éviter qu'il soit perdu et potentiellement de le mettre à disposition pour les cultures qui vont suivre. Donc là, on n'était que sur des crucifères purs. Donc on voit déjà des disparités entre espèces et même au sein de mêmes espèces entre variétés. Par exemple, regardez la navette, on passe du simple au double sur une même durée de développement entre deux variétés différentes. Et puis maintenant, si on regarde ce qui se passe, donc là on est sur l'absorption toujours du soufre par des crucifères purs en orange, des légumineuses pures en gris, et puis en hachuré un mélange crucifère légumineuse, donc uniquement une espèce de chaque mélangée entre elles avec un ratio moitié-moitié par rapport aux crucifères et aux légumineuses pures, et sur 2 années d'études et 2 sites. Ce que l'on peut voir, c'est que les crucifères, évidemment, piègent beaucoup plus de soufre que les légumineuses. Si on considère les crucifères, toutes les crucifères que vous avez vues, donc il y avait 19 espèces et variétés testées, on va les considérer comme étant la référence, donc 100% d'efficacité en termes de piégeage du soufre. Mais les légumineuses n'obtiennent qu'un tiers de ces capacités. À titre de comparaison, sur l'azote, si on considère que les crucifères sont également capables et les plus performantes pour piéger le nitrate du sol, les légumineuses atteignent 2 tiers des performances des crucifères. Donc vous voyez, sur le soufre, on dégrade un petit peu, plus nettement les capacités de piégeage par les légumineuses. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que d'associer à densité de moitié donc de chacune de ces espèces en faisant un mélange crucifère-légumineuse, on atteint des niveaux équivalents à des crucifères purs. Donc le fait de diviser par 2 la dose de crucifère en associant des légumineuses qui pourtant captent moins bien du soufre permet d'atteindre des niveaux équivalents à des crucifères purs. Et évidemment, on va mutualiser et atteindre d'autres niveaux de service qui seront plus intéressants dans le mélange. De la même façon que on peut calculer et estimer la quantité d'azote qui va être libérée après destruction du couvert, on peut faire la même chose sur le soufre, sauf que on a beaucoup moins de relations établies, et donc on est allé chercher une relation de collègues danois qui avaient travaillé cette question-là pour estimer la quantité de soufre largué. Et ce que l'on constate, c'est que en fonction des espèces et des variétés, on va avoir des différences, et le radis fourragé que vous avez vu comme étant le meilleur piégeur de soufre est aussi celui qui va en relarguer la plus grande quantité, avec près de 10 kg de soufre hectare relargué. Ce qui est intéressant puisque ça correspond à pratiquement la moitié des besoins en soufre d'une céréale. Et donc là, comme on était à des destructions novembre, on peut espérer qu'une grande partie de ce soufre soit utilisable par la céréale qui va suivre. Et donc on aura peut-être besoin de moins fertiliser en engrais soufré. Alors si on regarde maintenant le recyclage de ce soufre, qu'on prend à nouveau les crucifères comme étant celles qui peuvent le recycler le plus rapidement, les légumineuses sont encore moins efficaces que pour le piégeage, elles le libèrent plus tardivement, et les mélanges crucifères-légumineuses atteignent des niveaux de relargage du soufre à peu près de 85% de des crucifères purs. Alors j'avais dit donc que je présenterai une diapo sur les autres éléments minéraux. Donc vous avez ici la liste des éléments qui ont été suivis donc sur l'ensemble des espèces en pur ou en mélange de crucifères légumineuses. On a d'autres données sur les éléments nutritifs que l'on est en train d'analyser, mais ce que l'on constate, c'est qu'on peut avoir des effets de facilitation dans les mélanges qui sont intéressants, à savoir que dans le mélange bispécifique à demi-densité de chacune des espèces pures, on obtient des niveaux d'absorption d'éléments nutritifs qui sont supérieurs à ceux observés sur les espèces en pur. Donc on a une complémentarité qui s'opère, voire une facilitation qui s'opère pour l'absorption de certains éléments. Alors c'est pas forcément spectaculaire, mais pour certains, ça questionne et ça permet d'envisager une mise à disposition pour les cultures qui vont suivre intéressantes. Par exemple sur le phosphore, où on voit que on va avoir un effet plutôt positif des mélanges crucifères légumineuses, et donc on peut envisager de rendre cet élément un peu plus disponible pour les cultures qui vont suivre après la destruction de ces couverts. Alors on est encore en train d'analyser toutes ces données, et l'idée serait de les publier assez rapidement, parce que c'est des données qui seront intéressantes et pour les agriculteurs et pour les organismes de développement pour conseiller l'utilisation de telle ou telle espèce et variété de cultures intermédiaires.
Alors assez rapidement maintenant, parce que je mange mon temps, quelques mots sur la régulation des bioagresseurs. Alors il y a beaucoup de travaux qui sont conduits par les collègues notamment du l'AMR Agroécologie de Dijon, Stéphane Cordeau que je présente ici, puis Alain Rodriguez qui pilotait donc un projet CASDAR, le projet Vancouver, qui était pratiquement dédié à l'étude de la régulation des adventices par les cultures intermédiaires. Donc il y a des résultats qui sortent et qui vont sortir. Donc, moi je ne les développerai pas. Je vais simplement présenter des éléments un peu génériques de ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas sur la régulation des bioagresseurs, et en présentant donc ce que l'on appelle des phénomènes d'allélopathie et de biofumigation, et en étant quand même très prudent sur les perspectives que l'on peut en attendre, puisqu'on a encore des résultats qui peuvent être parfois contradictoires, et quoi qu'il en soit, et je pense que c'est un message important que Naïla refera passer, on est sur des leviers alternatifs à l'usage des produits phytosanitaires qui n'ont pas le même niveau d'efficacité, donc on parle d'effets partiels, et donc il faut bien raisonner les cultures intermédiaires comme un des leviers introduits dans une gestion beaucoup plus intégrée et combinant différents leviers pour atteindre des niveaux satisfaisants de régulation. Il ne faut pas attendre une efficacité équivalente à ce que l'on pouvait avoir avec de la chimie. Alors, parallélopathie, qu'est-ce qu'on entend? On entend tout effet direct ou indirect, positif ou négatif, ce qu'on appelle un disservice, d'une plante ou d'un micro-organisme sur un autre organisme à travers la production de composés chimiques qui vont être libérés dans l'environnement. Donc, vous avez vu l'illustration, ça peut être émis par les parties aériennes ou racinaires des plantes. On parle d'allélopathie quand on va s'intéresser au développement de la plante, donc ce sont des exudats qui s'opèrent tout au long du cycle de développement de la plante et qui vont être émis dans le milieu, et qui peuvent avoir donc des effets négatifs éventuellement, soit sur des plantes compagnes, soit sur des micro-organismes du sol, par exemple des bactéries symbiotes ou autres organismes, des champignons, les mycorhizes par exemple. Donc l'idée est bien de caractériser les avantages et inconvénients à chaque fois de ces situations et de ces solutions, afin d'établir un choix et un compromis qui va être satisfaisant pour l'agriculteur. Par biofumigation, on entend la suppression d'un pathogène du sol par des composés biocides qui vont être libérés massivement en dégradant la matière organique issue de couverts végétaux. Donc en fait, on va broyer le couvert végétal, on va l'enfouir, et on va maximiser la libération des mêmes composés a priori que ceux qui agissent en parallélopathie. Mais cette fois-ci, on va maximiser leur libération de façon à avoir un effet plus fort sur des maladies, des ravageurs du sol, éventuellement des adventices, mais aussi potentiellement sur les auxiliaires. Donc vous avez ici une illustration envoyée par des collègues donc RAGT Jordens aux Pays-Bas, où ils travaillent spécifiquement cette biofumigation avec, vous le voyez, une destruction. Alors là, on est sur des sols très sableux, donc évidemment, on ne peut pas envisager la même pratique sur des sols du Lauragais, par exemple, mais l'idée est bien d'enfouir, de broyer finement, d'enfouir les résidus de végétaux dans les premiers centimètres du sol, de façon à maximiser la libération des composés. Et Neila vous présentera tout à l'heure dans ses travaux de thèse quelques éléments, mais elle n'a pas du tout appliqué cette technique. C'est une destruction qui est beaucoup plus compatible avec nos itinéraires techniques et nos systèmes de culture. Mais parenthèse ouverte, ces systèmes-là intéressent beaucoup les producteurs, par exemple, de pommes de terre dans certaines situations, et j'étais récemment sur l'île de Ré avec des coopératives qui va mettre ça en place, puis ils sont sur des sols à 95% de sable, donc c'est tout à fait compatible avec des systèmes de culture de production de pommes de terre dans cette situation. Alors qu'est-ce que sont ces composés? Pour les brassicacées, c'est le focus, parce qu'il y a d'autres espèces qui possèdent des composés potentiellement intéressants, mais on les connaît un petit peu moins. L'effort de recherche a plutôt porté sur les brassicacées, parce que ce sont celles qui en contiennent le plus. Donc on fait l'hypothèse que les régulations sont permises par des glucosinolates, donc qui sont des sucres soufrés, avec un radical R qui est un morceau d'acide aminé. Et donc en fonction de l'acide aminé et du radical, on va avoir une diversité de composés qui vont être produits par les plantes. L'hypothèse la plus forte est que ces composés servaient au mécanisme de défense naturelle des plantes, à savoir quand elles étaient piquées par un insecte, elles émettaient ce composé, ce qui la rendait soit peu appétante, soit éventuellement toxique pour l'insecte. C'est une hypothèse, hein, on n'est pas forcément au clair parce que ces composés ont tendance à disparaître à la floraison, donc on pense que la plante, une fois qu'elle a atteint son stade de maturité et de développement, de stade reproducteur, cherchez mon terme, du coup n'a plus besoin de se défendre, va émettre ses graines et donc remobilise ses composés pour aller plutôt alimenter les graines. Et c'est pour ça qu'on voit généralement les teneurs diminuer à la floraison. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un modèle simplifié que je vous présente. Donc vous avez ici une cellule végétale avec une vacuole qui contiendrait les glucosinolates. Dans les faits, on pense qu'il y a plutôt finalement des cellules différenciées dans le végétal, mais là encore une fois, Neila
pour en dire un mot. Et puis des petites enzymes que l'on appelle la myrosinase, donc c'est les petits Pac-Man en jaune sur ma diapositive, qui, lorsque la vacuole va être détruite par une piqûre d'insecte ou un broyage, vont libérer donc les glucosinolates qui vont être attaqués par ces enzymes et libérer des composés gazeux qui ont des effets biocides. Donc il y en a plusieurs. Ceux qui nous semblent être les plus prometteurs sont les isothiocyanates, qui présentent des niveaux de toxicité qui peuvent être intéressants pour réguler certains bioagresseurs. Mais attention, on parle bien de composés qui sont potentiellement toxiques, donc il faut être prudent. Vous avez tous entendu parler du gaz moutarde, et donc c'est typiquement ce qui se passe, hein, c'est une libération d'isothiocyanates en quantité très forte. Et on a récemment eu des cas d'intoxication avec des techniques de biofumigation sous serre, dans lesquelles le milieu était trop confiné, et les opérateurs qui sont rentrés sous serre ont eu des soucis de santé. Donc il faut être prudent, hein, c'est pas parce que ce sont des produits naturels ou fabriqués par les plantes qui ne sont pas toxiques pour l'homme, hein, loin de là. Alors, la biofumigation, pour qu'elle se réalise de la meilleure façon, il faut broyer, vous l'avez vu finement, il faut que l'eau soit peu limitante, donc ce qui peut aboutir à des techniques de bâchage qui combinent en plus la solarisation. Donc, on a une émission la plus efficace des gaz avec un milieu qui est confiné, donc on maintient en plus ces gaz au voisinage immédiat des bioagresseurs. Alors aujourd'hui, c'est plutôt utilisé en maraîchage, puisqu'on a des effets qui sont assez intéressants, et les betteraviers qui vont utiliser des effets nématicides. Alors on est plutôt sur de l'allélopathie liée aux composés qui vont être produits par les crucifères. Voilà, je vais accélérer un tout petit peu. Donc là, je l'ai dit, on est sur des gaz toxiques, il faut être prudent. Donc je terminerai par une synthèse très complète qu'a rédigée Antoine Quedel durant sa thèse sur, il a inventorié toutes les publications existantes sur les effets de régulation potentielle de bioagresseurs. Je vais passer rapidement, simplement pour dire que sur les pathogènes, donc les ravageurs, globalement, on a soit des effets positifs en rouge, donc on supprime certains bioagresseurs, et Neila en dira un mot sur le verticillium d'Aliae, soit on a des effets neutres ou inconnus, donc on a besoin encore de creuser la question. Par exemple, sur les limaces, on entend souvent dire que les couverts augmentent le problème limace. Et bien, dans les faits, quand on regarde attentivement la littérature, on voit de tout. On voit des effets d'accentuation ou de limitation, et donc on a préféré dire qu'il faut continuer à se poser les questions et analyser et à réaliser des expérimentations pour comprendre ce qui se passe. Et sur les auxiliaires, bonne nouvelle, on n'a pas d'effets suppressifs auxiliaires identifiés. On se pose quand même des questions en bleu qui apparaissent sur un certain nombre d'auxiliaires, notamment les mycorhizes, les rhizobiums, où on voit quelques publications qui tendent à montrer que l'introduction de crucifères aurait tendance à les pénaliser, mais c'est pas concluant encore, donc des travaux sont toujours conduits sur ces questions-là. Et dans certains cas, on va améliorer certains auxiliaires, notamment par exemple par la production en tout cas l'offre mellifère qui va s'opérer par la présence de crucifères en floraison. C'est valable plus globalement pour l'ensemble des couverts que l'on va laisser monter en fleurs. Voilà, donc on est encore au début de l'histoire, donc il y a beaucoup de travail sur ces questions-là. Travail qui mobilise la communauté internationale. On aurait dû avoir un gros colloque sur la question en mars dernier, qui est reporté en mars prochain, donc qui aura lieu en Suisse, et qui réunit une communauté internationale de gens qui s'intéressent aux régulations par les cultures intermédiaires. Donc, voilà. Je vais passer rapidement, simplement pour dire que, pour comprendre qu'on est encore sur des éléments à caractériser, ici vous avez une illustration des différents composés que l'on peut trouver dans différentes espèces et variétés de crucifères. Et donc on voit qu'on a un déterminisme qui est à la fois génétique. On a, vous voyez par exemple, des moutardes blanches, on voit plutôt du vert clair, donc c'est de la cynabine, pardon. Sur les moutardes brunes, on va plutôt avoir de la cynigrine ça apparaît un petit peu rose sur mon diaporama. Donc tout ça pour dire qu'en fonction des espèces et des variétés, on va avoir des compositions et des teneurs qui vont varier. Donc on a besoin de caractériser, de comprendre tout cela. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si l'effet que l'on observe est lié à tel ou tel composé produit par la plante ou au cocktail produit par la plante. Donc on est encore au début de l'affaire. Donc il y a eu un premier projet, le projet Quasar Crucial, qui a permis d'apporter des éléments de compréhension déjà sur la variabilité de ce que l'on pouvait observer. Mais on va continuer à essayer de comprendre tout ça. On s'est intéressé à la variabilité environnementale. Est-ce que, par exemple, les teneurs fluctuent en fonction des années dans une plante? Et on s'est rendu compte que globalement, il y avait peu de fluctuations de la teneur, donc de la concentration d'un composé dans une plante. On retrouve les mêmes composés et les teneurs à peu près équivalentes en fonction des années. Par contre, ce qui va faire la variabilité, c'est la biomasse produite, donc finalement la quantité de composés ramenés à la surface
comme on va raisonner une dose d'un produit à l'hectare, ben on va raisonner une dose de glucosinolate à l'hectare. Et du coup, là, c'est la biomasse qui est le vecteur premier. Et donc, plus on va produire, plus on va avoir de composés émis, puisqu'on a une teneur qui est relativement stable dans la plante. Donc, c'est assez intéressant, puisque ça nous permet de dire, ben voilà, si on réussit nos couverts, on a de grandes chances de maximiser les effets liés à la régulation. Alors, une liste au Père Noël, maintenant, pour finir mon exposé, des pistes pour la sélection. Donc, j'avais eu l'occasion d'intervenir auprès de sélectionneurs et de semenciers sur les questions de culture intermédiaire il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a plein de pistes. En premier lieu, il nous semblerait important de travailler des espèces et variétés adaptées à la destruction mécanique des couverts. L'objectif n'est pas d'utiliser de la chimie pour les détruire, mais bien de les enfouir superficiellement et donc avoir une capacité à les détruire mécaniquement efficace. Potentiellement, pour pouvoir amplifier, et notamment je pense au système maïs avec des récoltes tardives, l'utilisation des plantes de service, des plantes qui vont être plus tolérantes à l'ombrage. Dans ce que j'ai montré tout à l'heure, le trèfle incarnat s'en sortait bien, mais on avait testé peut-être 15 ou 20 espèces au moment. Ah, c'est normal, Lionel. D'accord, c'est pour me couper? D'accord, je continue. Donc, du coup, tolérante à l'ombrage, mais on a encore besoin d'avoir des variétés qui acceptent, qui tolèrent un peu plus la compétition avec le maïs. Des crucifères à floraison tardive, puisque je l'ai dit, généralement à la floraison, on a une chute des composés intéressants dans la plante, et donc plus la floraison est tardive, plus on peut avoir un cycle de développement important des plantes et donc une combinaison de services intéressante. C'est vrai que si on a des floraisons extrêmement précoces, bah, ça va plutôt être adapté à des cycles courts, à des périodes d'interculture courtes. Et puis on a besoin d'optimiser les itinéraires techniques des cultures intermédiaires. On a notamment vu qu'on n'était pas encore tout à fait au point sur les densités. On a observé des fortes compétitions intraspécifiques, en particulier chez les crucifères, qui nous amènent à repenser les densités de semis et peut-être les architectures de semis également. Voilà, donc je dis un mot maintenant sur les perspectives de recherche locale, puisque l'idée est bien de faire un point sur ce qui se passe en Occitanie dans le cadre de ces séminaires. Donc actuellement, au niveau de l'UMR Agir, on participe à 2 projets de recherche. Donc un autour de plutôt orienté maïs popcorn, dans lequel on va introduire des différentes espèces et variétés de cultures intermédiaires pour différents services, stockage de carbone en particulier, mais pas que, régulation de bioagresseurs. Donc avec l'entreprise Nataïs en local, le CES Bio, qui est le Centre d'études spatiales de la biosphère, et la coopérative Agrodoc, et dans lequel nous avons une thèse qui vient de démarrer, qui va regarder comment certains bioagresseurs du maïs peuvent être régulés par différentes espèces et variétés de cultures intermédiaires. Et puis un projet européen sur le stockage de carbone dans les sols. Donc là encore, on travaille cette fois-ci à du phénotypage, donc de l'observation et de la caractérisation de plantes, en particulier différentes espèces et variétés de fèves-rolles, pour stocker du carbone, puisqu'on constate que c'est un des couverts les plus utilisés, mais qui est tellement utilisé qu'il y a des maladies qui apparaissent en quantité dessus. Donc on va essayer de les réguler. Et puis un projet qui est déposé, dont on espère un retour positif avec notamment Terra Innovia sur du phénotypage de variétés de cultures intermédiaires avant tournesol. Je vous remercie pour votre attention. Merci Lionel donc, pour ton intervention. Donc on constate quelques petits problèmes de son, c'est un petit peu haché de temps en temps. J'espère que avec le prochain intervenant, ça ne se reproduira pas. C'est pour ça qu'on coupe la caméra pour se donner un maximum de débit. Alors on a un petit peu dérivé au niveau du temps, donc je vous propose de prendre juste 2 questions et puis en sachant que les questions auxquelles on ne répondra pas en live seront répondues à l'issue du webinaire par écrit. Donc Lionel, la première question concerne la première partie de ton exposé où tu faisais l'inventaire un peu des différentes espèces et de données les concernant. La question concerne pourquoi le sorgho piper n'est pas testé, ou du moins tu n'as pas restitué de résultats concernant cette espèce. Et la deuxième question, je te la livre et tu répondras ensuite, concerne donc la deuxième partie de ton exposé, les différents services de régulation apportés. La question est la suivante. Un effet a-t-il pu être noté sur Adventice vivace comme chardon ou chien-dent? Je te laisse répondre. Oui, alors donc sur la première question, effectivement, alors le sorgho piper avait pas été étudié. Aujourd'hui, on a des éléments qu'effectivement je n'ai pas présenté là. Il me semble que sur la diapositive sur laquelle on voit les petites photos, il y a du sorgho fourragé dans lequel il y a le sorgho piper. On n'est pas descendu au grain variétal sur le graphique pour des raisons
présentation, de clarté de présentation, mais on l'a étudié, on a étudié ses capacités germinatives de la même façon que pour les autres espèces et variétés. Donc on a des informations là-dessus. Il se place, pour faire très simple, dans la partie la plus haute du graphique, à savoir une capacité de germination en conditions de stress hydrique fortes et conditions thermiques élevées aussi. Hein. Donc on est bon, ce que l'on observe d'ailleurs, on peut dire qu'aujourd'hui les couverts estivaux les plus réussis dans la région sont souvent ceux basés sur cette plante. Donc bon, c'était initialement ça n'a pas été fait parce que il n'était pas voilà, il n'était pas le candidat identifié clairement et que depuis les choses ont évolué et donc il a été introduit dans la liste des travaux sur banc d'essai germination. Et la deuxième question, non, à ma connaissance, on n'a pas d'effet clairement avéré sur ces vivaces. Donc alors pour le coup, voir peut-être avec Alain et Stéphane Cordeau s'ils ont eux des connaissances de résultats sur des régulations de chardon et de chiens-dents. À ma connaissance, il n'y en a pas, mais je peux me tromper. Les effets étant plutôt des fauchages pour les chardons réguliers et un contrôle donc par broyage des chardons et éventuellement du coup un scalpage. Donc on n'est pas lié à un effet du couvert en tant que tel. Hein. C'est plutôt des opérations qui s'opèrent quand il n'y a pas de couvert ou quand on choisit de le détruire. Ok, merci beaucoup Lionel.